Comme disait si bien l'immense Albert Einstein, à chaque fois qu'il rentrait dans une pièce comme ça, il arrivait, il y avait plein de monde, tout le monde le regardait, que c'était Albert Einstein, tu vois, et lui il arrivait, il regardait tout le monde et il disait « Bonjour ». Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, on continue la série des planètes du système solaire, on abordera bientôt d'autres sujets comme les télescopes, les trous noirs, les pulsars, les braquemars, mais pour l'instant on continue, on a déjà fait la moitié du chemin avec les 4 planètes telluriques et on commence aujourd'hui l'autre moitié avec les planètes géantes gazeuses, et bien sûr la première c'est Jupiter. Allez mesdames, messieurs, c'est parti. Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. Jupiter, la planète de tous les extrêmes, de tous les superlatifs. Quand on la voit, on fait... Oh oui, ah. De toutes les planètes du système solaire, c'est la plus grosse, la plus massive, celle qui a la plus grosse et la plus grande magnétosphère, à pas confondre avec Magnéto-Serge. C'est celle qui a le plus de satellites, elle en a tellement que le système jovien, c'est comme ça qu'on l'appelle, pourrait constituer une sorte de mini-système solaire à lui tout seul. Il y a des nuages de la taille d'un continent, des éclairs capables d'exploser des villes, des tempêtes ultra violentes qui durent depuis des siècles, une pression de ouf des millions de fois supérieure à celle de la Terre. Autrement dit, c'est pas une planète de PD. Elle est tellement grosse et massive qu'elle a même influencé d'autres éléments lors de la création du système solaire. Elle a tellement une force de gravité de malade que d'une certaine manière, elle peut déterminer ce qui peut exister ou pas à certains endroits du système solaire. Ce qui veut dire que en gros, sans elle, on serait peut-être même pas là pour en parler aujourd'hui. Rien que pour ça, je pense que déjà on peut lui dire merci. 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 Alors pour parler de Jupiter, il faut d'abord commencer par dire qu'on est désormais plus dans le domaine des planètes telluriques faites de roches comme la Terre, mais bien des planètes gazeuses. On sort du système interne avec les planètes telluriques, on passe la ceinture d'astéroïdes pour aller rencontrer les planètes géantes gazeuses. Alors est-ce qu'elles sont vraiment à 100% composées de gaz, en mode on peut les traverser d'un bout à l'autre sans jamais rien toucher, ou est-ce qu'il y aurait pas finalement quand même un cœur rocheux? Bon là il y a débat, et tant mieux d'ailleurs, puisque moi j'aime bien quand il y a débat, je trouve que les débats c'est très joli. La plupart des scientifiques et la plupart des gens pensent que oui, c'est que du gaz, et d'autres disent plutôt que la chaleur et la pression est tellement énorme comme monstre que s'il y a de la roche, elle serait plutôt en fusion ou alors en métal liquide. Exactement, en métal liquide, un peu comme du mercure. Ouais, mais vous imaginez, il fait tellement chaud de ouf au centre de Jupiter que certains scientifiques disent qu'il peut même faire plus chaud qu'à la surface du Soleil. Comment veux-tu que la roche soit solide à cette température-là? Que celles et ceux qui pensent le contraire et d'après qui il pourrait y avoir un centre rocheux, d'après je sais pas des calculs ou des études que vous avez lues, expliquez-le nous en commentaire, je serais ravi de pouvoir le lire. En tout cas, sur cette question, les avis divergent, et divergent, c'est déjà beaucoup. C'est un peu trop pour moi d'ailleurs. Pourtant c'est pas ce qu'Anakin m'a dit quand il était emmené au conseil des Jedi. Il me semble que Yoda... c'est une scène coupée ça. Bon en fait aujourd'hui on sait de manière à peu près sûre, maintenant je dis à peu près sûre, mais je prends des pincettes, j'affirme plus rien à 100%, je prends plus de risques, c'est fini. Personne. Non mais c'est parce que on m'a tellement repris sur des petits trucs comme ça, des commentaires en mode oui, c'est pas exactement 14,39. Non, je plaisante bien sûr, vos corrections et vos précisions sont toujours les bienvenues dans les commentaires. Je disais donc qu'on sait de manière à peu près certaine que le centre de Jupiter n'a pas de sol tellurique comme nous on le connaît. En sachant que sa composition est faite à 86% d'hydrogène et à 13% d'hélium, c'est un peu le même schéma que le Soleil d'ailleurs, c'est un peu la seule planète du système solaire qui pourrait ressembler au Soleil de par sa composition. Et on peut retrouver aussi dans les plus hautes couches de l'atmosphère de l'ammoniac, c'est ce que vous voyez sur les photos à chaque fois, les couleurs là, ce sont des nuages d'ammoniac. Bon, 86 plus 13, ça fait combien? Pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Ça fait 99%, ça veut dire qu'il reste 1% pour placer autre chose. Et là, Mystère. et c'est vrai que finalement l'un des plus grands mystères de cette planète, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Ce qu'on voit, c'est pas sa surface, c'est que le dessus des nuages. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous avez un truc comme ça, vous pouvez pas voir ce qu'il y a dedans, vous voyez que ce qu'il y a au-dessus. Voilà, c'est... Je suis particulièrement fier de l'exemple que je viens de vous donner. Et ouais, mais on est sur une chaîne scientifique, les gars, à un moment donné, il faut s'accrocher aussi. En tout cas, si on voulait vraiment en savoir plus, il faudrait arriver à écarter les nuages pour voir ce qu'il y a en dessous. Et comme il n'y a jamais eu de sonde qui est descendue assez profond dans les différentes couches de l'atmosphère, qui fait des milliers de kilomètres, faut savoir que Jupiter fait environ 70 000 kilomètres de rayon. 70 000. Je veux dire, nous, la Terre, on en fait que 6 700 à peu près. Alors pour savoir ce qu'il y a au centre, en partant de la surface, une sonde devrait faire un voyage de peut-être plusieurs mois avant d'arriver. Et on peut absolument pas faire ça, étant donné la chaleur et la pression qui y règne. Alors si, il y a bien eu la sonde Galileo en 95, qui est restée en orbite autour de la planète plusieurs années, et qui a fait des photos de ouf de Jupiter,
Jupiter et de ses satellites, et à la fin de sa mission, elle est descendue dans l'atmosphère de Jupiter, mais bon, sur 70 000 km, vous savez à combien de kilomètres elle est descendue? 22 km seulement, autant dire que c'est rien, hein, je veux dire, elle s'est juste un peu trempé le fion pour voir à quoi ça ressemblait, mais elle a pas été bien loin. Bon, elle a quand même pu enregistrer quelques informations, hein, une température de 150 degrés, des vents de 500 km/h, je veux dire, voilà, imaginez-vous un peu, déjà en surface, le bordel que c'est, je vous laisse imaginer la gueule de l'intérieur. Ce qui me fait d'ailleurs penser un peu à Ouais. Donc, si on peut faire des calculs pour les plus hautes couches de l'atmosphère, eh bien plus on descend, moins on a de mesures. Et c'est là que les théories entrent en scène. On sait que la pression doit être complètement dingue, de l'ordre de entre 1 et 40 millions de bars. Et 40 millions de bars, ça en fait de la pinte à descendre. Non mais pour comparer 40 millions de bars, bah, c'est juste 40 millions de fois plus que sur Terre. C'est-à-dire que la pression atmosphérique sur Terre, on la calcule en bars, et voilà, sur la surface, au sol comme ça, dans la rue, enfin n'importe où, on va calculer ça en 1 bar, voilà. Bon alors petite précision, parce que là je vais un peu vite et je sens que je vais me faire allumer dans les commentaires. En fait, on calcule pas la pression en bar, mais en pascal, du nom de Blaise Pascal. Le symbole c'est PA. Mais un pascal c'est pas beaucoup, donc après on fait des conversions. 100 pascal ça fait 1 hectopascal, et 100 000 pascal ça fait 1 bar. Et comme la pression atmosphérique terrestre, au niveau de la mer j'entends, hein, parce que la pression est pas la même partout. Des fois vous avez de la 1664 et des fois c'est de l'Aleph. En tout cas la pression change notamment en fonction de l'altitude et on la calcule avec un baromètre. Au niveau de la mer donc, elle est d'environ 1000 hectopascal, donc 1000 fois 100 égale 100 000. On peut donc dire que ça fait 1 bar. Et après, soit on continue d'utiliser le pascal mais ça fait des nombres énormes, soit on utilise le bar. C'est un peu comme le parsec pour les années-lumière. Ça y est, j'ai mal à la tête à cause de vos conneries là. En tout cas, je sais pas si vous imaginez un peu le truc, mais 40 millions de fois la pression sur Terre, c'est quand même un truc de malade. Non, je refuse de le croire. C'est impossible. Et bah pourtant c'est bien ça mon coco. C'est quoi déjà le slogan sur l'affiche pour ton film? Croire à l'incroyable? Et bah voilà, donc à un moment donné, soit t'es l'élu, soit tu rentres chez toi. Alors on peut dire que Jupiter, c'est à peu près 10 fois la taille de la Terre, donc en volume ça fait 1000 fois. Voilà, vous prenez la Terre, vous l'agrandissez 1000 fois, bah ça donne Jupiter. C'est approximatif, hein, ce serait plutôt de l'ordre de 1300, 1400, mais entre 1000, 1300, 1400, hein, on est d'accord. C'est un peu comme si vous vous mettiez dans un des Jaeger de Pacific Rim, hein, c'est autrement dit, ça envoie du très très lourd. Et ça en fait la planète la plus grosse du système solaire, c'est-à-dire que si on pouvait voir le système solaire de loin, ben on pourrait dire qu'il est composé du Soleil, de Jupiter, peut-être un petit peu de Saturne qui est un peu moins grosse mais plus loin, et tout le reste, ben on s'en fout. En tout cas ça veut dire qu'on pourrait mettre environ 1400 terres à l'intérieur de Jupiter. Et donc, si elle est 1400 fois plus grosse que la Terre, la première idée serait de se dire qu'elle peut contenir 1400 fois plus de matière. Continue. Donc si elle peut contenir 1400 fois plus de matière, sa masse doit être 1400 fois supérieure. Et bah pas du tout, si vous croyez ça, vous fourrez bien le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est pas le cas et c'est là que ça devient intéressant, puisque la masse de Jupiter n'est que 318 fois plus élevée que celle de la Terre. Et ça, qu'est-ce que ça montre? Je donne ma langue au chat. Bah ça veut dire que la matière est moins condensée dans Jupiter que dans la Terre. Elle est plus diffuse, plus éparse, plus... Enfin, vous avez compris quoi. Et effectivement, la masse volumique de Jupiter n'est que de 1,33 g par centimètre cube contre 5,52 g par centimètre cube sur Terre. Et ça fait quoi? Bah ça montre tout simplement que Jupiter est d'une nature différente des planètes telluriques. Si elle était constituée de roches comme la Terre, étant donné qu'elle est beaucoup plus grande, sa masse serait beaucoup plus élevée. Pour être si légère, elle doit être essentiellement composée de gaz légers comme l'hydrogène ou l'hélium. Et quand cette idée sera confirmée, on dira donc que Jupiter est une planète gazeuse. Et voilà les copains, ça c'est de la vulgarisation, je m'y connais pas. Alors Jupiter c'est une planète extrêmement importante puisque c'est en comprenant comment elle s'est créée qu'on peut comprendre beaucoup d'autres choses sur les autres planètes et même sur le système solaire en général. On pense que Jupiter c'est la planète qui s'est créée en premier après le Soleil. Donc en gros, c'est elle qui a quasiment tout pris. Je veux dire, dès le début, quand il y avait plein de matière partout, elle est arrivée, elle a tout bouffé, elle s'est servie à tous les râteliers et elle a juste laissé de la merde pour les autres en mode bah démerdez-vous avec ce qui reste. C'est un peu son côté américain. C'est pour ça qu'on peut dire que sa composition conditionne un peu les compositions des autres planètes. Faut savoir aussi que Jupiter est tellement massive que c'est la seule des planètes du système solaire qui n'orbite pas complètement autour du Soleil. Ça veut dire quoi ça? Putain mais vous comprenez rien bordel. Explication. Quand deux corps de masse différentes se tournent autour, le plus petit tourne pas exactement autour du plus gros, mais les deux tournent autour d'un centre de gravité commun. Du coup ça fait un mouvement un peu comme ça, là. C'est un peu chelou mais pourtant c'est bien ça. Mais ce centre de gravité est tellement proche du corps le plus massif qu'il est souvent confondu avec. Bien souvent il est même carrément dedans. Par exemple les planètes du système solaire elles ont des masses extrêmement faibles par rapport au Soleil, donc elles exercent quasiment pas d'influence sur lui, une toute petite mais très très peu. Et donc le barycentre, c'est comme ça qu'on appelle ce centre de gravité, il va être quasiment dans le Soleil. Mais pas pour Jupiter, non. Madame est tellement massive de ouf que même en tant que planète, elle exerce une petite influence sur le Soleil, ce qui veut dire que le barycentre n'est pas à l'intérieur du Soleil comme pour les autres planètes,
mais un petit peu à l'extérieur. Voilà, j'espère que c'est fucking clair. Jupiter est une planète tellement massive, ça fait à peu près 17 fois que je le dis, qu'elle attire plein d'objets autour d'elle. Quand vous la regardez dans le ciel, je vous ai dit tout à l'heure, on peut vraiment lui dire merci, comme l'a fait le Schtroumpf Redneck tout à l'heure. Parce que c'est aussi grâce à elle qu'on est protégé de tout un tas de comètes et d'astéroïdes et des choses en tout genre. Et vous la regardez comme ça, vous pensez qu'elle sert à rien, qu'elle est là, mais que si elle était pas là, ça serait pareil, qu'elle ça peut bien foutre. Eh bah pas du tout, elle sert à quelque chose. Alors, faut savoir par exemple que la NASA a répertorié actuellement environ 10 000 objets potentiellement dangereux pour nous. Donc potentiellement dangereux, ça veut dire le genre d'astéroïde qui te ruine l'humanité. C'est en mode... Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Et quand il y a un astéroïde comme ça qui vient du fin fond du système solaire, pour venir faire chier un petit peu les planètes du système interne, je le fais bien l'astéroïde là ? Ouais, non, c'est de la merde. Merci. La gravité de Jupiter va jouer en quelque sorte un rôle de catapulte et va renvoyer l'astéroïde ou l'objet dans l'espace parce qu'elle a rien à foutre ici. En gros, quand l'astéroïde arrive, il va être attiré par la gravité de Jupiter qui va changer sa trajectoire et qui va le refaire partir dans une autre direction. En fait, elle élimine un peu la racaille des cités qui vient faire chier les honnêtes gens du centre-ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme sur Terre, tout fonctionne en symbiose, vous savez, on dit toujours que tout est lié. De la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Et ben non seulement c'est vrai à notre échelle, mais aussi à des échelles beaucoup plus grandes, comme à l'échelle du système solaire. En tout cas, les potos, tout ça pour dire que sans Jupiter, il pourrait y avoir exactement là où je me trouve un gigantesque cratère de météorites, mais grâce à elle, vous avez à la place un gigantesque beau gosse pour vous servir, mesdames, 06 63 47. Le 28 mars 2016, il y a un gars dans le Morbihan qui a découvert une tête de serpent dans sa boîte de haricots. Et quelques jours plus tard seulement, le 6 avril 2016, il y a la NASA qui a publié sur son site cette photo. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ça a l'air d'être un peu le bordel encore une fois. En fait, ce que vous voyez là, ce sont des aurores boréales. Alors évidemment, la photo est un peu retravaillée, bien sûr, Photoshop n'est jamais très loin. Ah oui, les couleurs sont refaites, comme les frères Bogdanov. Là, il y a une étoile qui devrait pas être là, comme Donald Trump. Et même Jupiter, en fait, elle n'existe pas. Mais ce qu'il faut comprendre avec cette photo, et c'est ce dont on va parler maintenant, c'est que Jupiter a une très très grande magnétosphère. Qu'est-ce que c'est la magnétosphère ? Si vous suivez un petit peu les vidéos de ma chaîne, vous avez vu que j'ai déjà parlé 2-3 fois des vents solaires. Vous savez, ce champ de particules qu'émet le soleil et qui bombarde toutes les planètes. La plupart des planètes génèrent un champ magnétique, une sorte de bouclier qui est là pour se protéger des vents solaires, sauf par exemple Mercure ou un peu Mars qui sont des planètes un petit peu mortes. Et Jupiter, elle a une magnétosphère de bâtard. D'où tu mets un bip comme ça, toi ? Bah c'est un peu vulgaire quand même. Fais attention. Cette magnétosphère va d'un côté jusqu'à 7 millions de kilomètres vers le Soleil et de l'autre jusqu'à l'orbite de Saturne. Vous arrivez peut-être pas à vous rendre compte ce que ça donne, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et comme disait Galilée, ça c'est de la magnétosphère. Si on pouvait la voir à l'œil nu dans le ciel, on verrait le petit point lumineux Jupiter et autour une sorte de halo qui ferait à peu près la taille de 5 fois la Lune, alors même qu'elle est beaucoup plus loin. Et je vous avais dit, Jupiter elle envoie du très lourd. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur cette magnétosphère. Il y a par exemple écrit sur la fiche Wikipédia que j'ai pas lu, qu'il y a l'un de ses 4 plus grands satellites Io qui lui fournit énormément de matière de par son volcanisme très actif et qui va lui fournir jusqu'à 1 tonne de matière par seconde. Non mais il se passe des trucs de ouf là-haut, c'est assez dingue. Imaginez-vous qu'il y a carrément des gens, des scientifiques qui passent leur vie à étudier la magnétosphère de Jupiter. Non mais quelle idée quoi. Le paradoxe de Jupiter, c'est qu'elle tourne autour du Soleil beaucoup plus lentement que nous, parce qu'elle est beaucoup plus loin. Une année jovienne, ça fait à peu près 12 ans pour nous. Mais en même temps, elle tourne sur elle beaucoup plus vite. Sa période de rotation n'est que de moins de 10 heures, contre 24 heures pour nous. C'est la vitesse de rotation la plus rapide du système solaire. Et c'est justement cette vitesse de rotation très élevée qui serait à l'origine des tempêtes, des vents ultra violents dans l'atmosphère. Vous savez, ces bandes de toutes les couleurs là, un peu couleur merde là, un peu tout ce qui est couleur chiasse, tout ça là, c'est à cause de la vitesse de rotation. Jupiter a aussi une particularité visuelle reconnaissable, une grande tache rouge, un petit peu comme Jean-Luc Reichmann. Bon, ils ont pas la même force d'attraction du coup. Cette tache rouge, c'est un immense anticyclone qui fait presque 2 fois la taille de la Terre, dont on a des écrits dessus qui datent d'il y a 300 ans. Donc le truc il est là depuis 3 siècles, et peut-être même plus encore, sauf qu'avant, on n'avait pas la possibilité de le voir. Et pourquoi elle est là depuis longtemps, cette grande tache rouge ? Je sais pas. Je sais pas, réfléchis. Mais j'en sais rien, merde. Mais ne t'énerve pas. Si cet immense anticyclone est toujours là, c'est précisément parce que Jupiter est une planète gazeuse. Laissez-moi vous expliquer. Sur Terre par exemple, les anticyclones se forment souvent au-dessus de la mer, avec tout ce qui est humidité, pression, tout ça, admirant encore la qualité de mes explications. Et en général, ils disparaissent lorsqu'ils arrivent sur la Terre ferme. Vous voyez, les images satellites à chaque fois, on les voit au-dessus de la mer et rarement sur la Terre ferme. Alors oui, bien sûr, il y en a qui le font, il y a des parties de cyclones ou l'anticyclone qui
qui sont sur Terre, il y en a même qui traversent les terres, mais en général, c'est au-dessus des mers. Mais le fait est que sur Jupiter, il n'y a pas de terre ferme, donc pas de problème pour l'anticyclone qui peut faire ça là, il fait vivre comme il veut, autant de temps qu'il veut. Alors, je vous garantis pas que c'est exclusivement pour ça, hein, il pourrait y avoir peut-être d'autres explications, mais en tout cas, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Je vous prie de me croire qu'il y a quand même des éléments de réponse et que ce serait quand même a priori un peu pour ça. Faut savoir aussi que c'est une tâche qui tend à disparaître parce qu'elle était plus grande avant et que voilà, elle rétrécit au fur et à mesure. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais en tout cas, c'est quelque chose de facile à retenir. Parlons rapidement de ces satellites. Encore une fois, Jupiter est nommé la pilule parce que les satellites, elle en a pas moins de 69. Et là, je suis sûr que vous pensez la même chose que moi, 69. Ça fait beaucoup de satellites. Alors, je vais pas vous dire les noms de tous les satellites, d'abord parce que je les connais pas, ensuite parce qu'on s'en cogne, et enfin parce que retenir 69 noms, bah franchement... Bonne chance. Retenez simplement les 4 principaux, Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui ont été découverts par Galilée en 1610, quand ce brave bougre a eu l'idée du siècle en pointant sa lunette vers Jupiter. C'est là qu'il a vu 4 petits points qui se déplaçaient rapidement, donc ça veut dire qu'ils tournaient autour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les lunes galiléennes. Par contre, c'est pas lui qui les a nommés, hein, c'est un autre gars, mais on ajoute ça à la liste des choses dont on se fout. Je ferai peut-être un jour une vidéo spéciale sur ces 4 satellites, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, et surtout sur l'un de ses plus gros satellites, Europe, parce que c'est sur celui-ci qu'on pense qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace, et qui dit eau liquide dit... Ça c'est pour ceux qui suivent mes vidéos. Est-ce que vous savez que Jupiter a des anneaux, un peu comme Saturne, sauf qu'ils sont évidemment beaucoup plus fins, ils sont tellement fins qu'on peut même pas les voir à l'œil nu. Il y a que les sondes qui sont allées sur place qui les ont vus, et Hubble qui a pu aussi les voir un peu. De toute façon on n'en sait pas grand chose, alors c'est même pas la peine de se casser le cul. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent probablement des 4 plus gros corps qui se prennent de temps en temps des petites météorites dans la face, ce qui envoie du matériel dans l'espace et qui crée des anneaux. Mais c'est aussi la différence avec Saturne, puisque sur Jupiter, ce sont des anneaux faits de poussière et de roches, alors que Saturne, ce sont des anneaux faits de glace. Un petit mot sur Juno, la sonde qui est actuellement en orbite autour de Jupiter. Elle a été lancée par la NASA en 2011 et elle est arrivée en 2016, donc 5 ans de trajet. Bon, c'est quand même une mission importante, hein, parce que sinon, bon... il l'aurait pas fait. Je veux dire, déjà, je pense que s'ils l'ont fait, c'est que c'était important. Je vous avais dit qu'en matière d'explication, on allait élever le niveau. Hein. Je sais que je prends un peu le large, mais Juno, elle orbite autour de Jupiter en 53 jours, et elle le fait de manière verticale, c'est-à-dire à 90 degrés par rapport à l'équateur. Et ça lui permet de prendre des pures photos des pôles, comme celle-là par exemple, ou celle-là, et aussi d'autres photos très détaillées de la grande tache rouge. C'est marrant parce que ça a l'air vraiment d'être un espèce de sale truc dégueulasse, là. C'est vrai que c'est dégueulasse. Alors bien sûr, il y est pas allé que pour prendre des photos et rien faire d'autre, hein, comme font les Japonais à Paris. Il y est allé aussi pour analyser d'autres trucs comme la magnétosphère ou la composition atmosphérique, tous ces trucs que nous on comprend rien. Bon elle est partie pour gérer tout ça. Allez, je termine par dire que Jupiter c'est le 3e objet le plus brillant du ciel après la Lune et Vénus, ce qui veut dire que vous pouvez la voir à l'œil nu très facilement. On peut même d'ailleurs souvent les confondre avec Vénus, hein. Si on n'y connaît rien. Perso je les confonds jamais, hein. Je les ai confondus hier soir, mais c'était pour autre chose, ça, il y avait des nuages. Alors comment on sait que c'est Jupiter et pas Vénus? Parce que Vénus brille 10 fois plus que Jupiter, voilà. Démerdez-vous avec ça. Et comment vous savez que c'est Jupiter et pas une étoile? Là, il y a 2 choses qui peuvent vous aider. D'abord, parce qu'elle brille plus que toutes les autres. Donc, si vous voyez un truc ultra brillant, vous savez que c'est une planète à peu près, donc Vénus ou Jupiter. Et surtout parce qu'elle ne scintille pas. Une planète ne scintille pas, c'est une lumière constante, contrairement aux étoiles qui vont scintiller avec les turbulences, les perturbations atmosphériques. Et c'est vraiment super parce que Jupiter, comme elle est à la fois très grosse et très proche, vous n'avez pas besoin d'un très gros télescope pour voir des belles choses. Je veux dire, même avec un télescope comme celui que j'ai derrière, qui est un petit télescope qu'on appelle 114-900. Alors bon, pour ceux qui bitent rien à ce genre de terme, comprenez simplement que c'est un télescope vraiment amateur. C'est pour découvrir l'astronomie. Il est bien, hein, on voit pas mal de choses cool. Pour la Lune, par exemple, c'est très très bien. Et pour les planètes aussi. Pour le ciel profond, c'est moins terrible. Mais avec mon télescope qui est derrière, eh bien Jupiter, je peux la voir comme ça. C'est un mensonge. Non, je déconne évidemment. Non, vraiment avec mon télescope, j'arrive à la voir comme ça. Vous voyez, franchement, c'est cool hein, quand même. On arrive déjà à voir des petites choses. On voit même des petites couleurs hein, sur Jupiter. Et on voit même les 4 petits points lumineux qui représentent donc les 4 Tortues Ninja. Allez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup les amis. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je suis désolé si elles sont un peu de plus en plus longues, mais je vois mal comment je pourrais parler d'une planète comme Jupiter en moins de 5 minutes. N'oubliez pas les commentaires pour me donner vos ressentis sur la durée par exemple, mais sur autre chose. Si vous avez kiffé, les pouces ils sont là pour ça. Les abonnements, les partages, je passe là-dessus, vous savez. La prochaine vidéo qui arrive sera donc la fameuse FAQ dès 1 an que j'avais annoncé. J'ai beaucoup de questions, donc voilà, je vais essayer de faire un truc un peu cool et de vous donner plein d'infos. Un immense merci à tous ceux qui ont participé. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.